Bonjour les gens, nous sommes le dimanche 28 novembre et comme il est 19h environ, sortez l'apéro et les cahuètes car c'est l'heure de Je dirais même plus sur Millennium. Cette émission, c'est la 7ème, tout comme les nains de Blanche-Neige, mais on va essayer d'être plus joyeux, voire un peu prof que grincheux ou dormeur. Je dirais même plus, l'émission favorite. Une heure hebdomadaire avec une belle bande de passionnés et ce dimanche, ni libraire parce que c'est pas la semaine, ni médiathécaire parce que... Vous le savez désormais, comme chaque semaine, la moitié de l'émission sera un entretien avec notre formidable et dominical invité formidable. Eh ben, on est parti. Je dirais même plus. Alors, je dirais même plus, l'émission favorite de nous 5, 6 en comptant Greg, mais il préfère peut-être la sienne. Ouais, bon, ça se voit un peu que j'ai pas assez bossé. Bon, ok, je la remets dans ma culotte, ok. Je dirais même plus. Je dirais même plus sienne, je dirais même plus sien, bonjour et bienvenue dans la 7ème émission de Je dirais même plus sur Millennium. Pour la 7ème fois, nous aurons plein de super chroniqueurs équeuses, en fait les mêmes que d'habitude en fait. Et aussi, aujourd'hui encore, un formidable et dominical invité formidable. Cette fois, nous aurons dans quelques minutes la chance de laisser la parole à Thierry Martin. Et il nous parlera d'une souris à grandes oreilles et de cow-boys avec des gros guns. Je me permets de rappeler au passage que la taille ne compte pas. Mais là, si, quand même un peu. Surtout pour les oreilles. Aujourd'hui, on va jouer tous ensemble à... On dirait qu'on serait le dimanche 28 novembre et qu'il serait 19h. Et on va démarrer le bal en faisant semblant de déranger notre Clotilde durant le morito du dimanche soir, celui par lequel nous tentons d'oublier que lundi matin, c'est déjà demain matin. Clotilde, notre première chronique de l'émission. Or donc, notre chère parigote d'adoption, tu vas nous parler d'un très bon album dessiné et mis en couleur il y a quelque temps par la talentueuse Colonel Moutarde. Talentueuse certes, mais si vous vous tenez dans la bibliothèque et qu'elle s'approche de vous avec un chandelier en main, barrez-vous en courant. À ce propos, nous savions que tu passais tes journées de semaine à construire des immeubles, Clotilde, mais nous découvrons avec stupeur que tes soirées, quand tu as fini de relire La vie mode d'emploi, sont occupées par la relecture d'un album qui se passe dans un immeuble et dont les pages sont découpées en étages. On va voir si tu arrives à justifier cette obsession. Bonjour Clotilde. Bonjour tout le monde. La BD dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu spéciale. Elle joue sur la disposition des cases, sur l'espace sur la page, d'où son titre « L'espace d'un soir » de Brigitte Luciani au scénario et Colonel Moutarde au dessin et à la couleur. Vous vous rappelez de vos cours de français ? Et de ce qui forme la base du théâtre classique ? Allez, je vous donne la réponse. C'est l'unité de temps et l'unité de lieu. L'espace d'un soir est construite de la même façon. L'unité de temps, c'est une soirée, la pendaison de crémaillère de Franck Carpentier et Marlène Villard, au 2e étage d'un immeuble d'habitation. Unité de lieu, eh bien toute l'intrigue se passe dans cet immeuble. Les puristes vous parleront aussi de l'unité d'action, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans une pièce classique une seule intrigue principale. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. La subtilité de cette bande dessinée et ce qui la place pour moi dans une catégorie à part, c'est la disposition de l'intrigue sur la page. En fait, l'immeuble prend toute la page. Chaque ligne de case représente un étage. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on commence la lecture en haut, dans les combles, puis on passe à la ligne suivante, le 2e étage. La ligne d'en dessous, le 1er étage, et la dernière ligne de la page, le rez-de-chaussée. Dit comme ça peut paraître compliqué à lire, mais en fait c'est génial. On se retrouve à alterner entre une lecture par étage et une lecture dans l'ordre classique, et ça fonctionne dans les deux sens. L'intrigue tourne donc autour de la pendaison de crémaillère de Marlène et Franck qui ont emménagé une semaine plus tôt dans l'immeuble. L'appartement appartient à monsieur et madame Orbet qui habitent au rez-de-chaussée. En fait, Marlène travaille pour monsieur Orbet et c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir l'appartement. Au 1er étage habitent Sandra et Antoine Vanecker et leurs 2 enfants en bas âge et ils logent provisoirement Jade, la sœur de Sandra, pendant les travaux de son appartement. Reste le comble qui appartient aussi à la famille Orbet. L'intrigue s'ouvre sur le fils Orbet, Bruno, qui a été kidnappé à l'insu de son plein gré, comme diraient les guignols. Lui et son acolyte, Bruno, vont tenter de faire chanter monsieur et madame Orbet pour récupérer une grosse somme d'argent liquide.
Les histoires s'entremêlent à chaque page, les protagonistes changent d'étage en passant par les cages d'escalier, se croisent, se regroupent, se séparent, se retrouvent sur le palier ou dans l'un ou l'autre des appartements. C'est grandiose, on se croirait dans un vaudeville. Métaphore théâtrale encore, je suis en forme. Mais sans les quiproquos. C'est bien amené, on ne s'ennuie pas un seul instant à suivre la soirée des uns et des autres. Les personnages sont riches, et surtout ils ont des attitudes et des réactions cohérentes avec leur histoire. Ça fait vrai, même si l'intrigue est un peu tarabiscotée. Moi par exemple, j'ai du mal à imaginer mon voisin de plus de 70 ans, Jean, s'enticher de ma voisine de palier de 25 ans, Audrey, ou la fille de ma voisine Hélène, manigancée pour récupérer plutôt une partie de son héritage. Mais après tout, peut-être faudrait-il que j'organise une soirée avec mes voisins pour voir si leurs vies sont aussi riches que celles des personnages imaginés par Brigitte Luciani. Si c'est aussi divertissant, je ne manquerai pas de vous le raconter dans une future chronique. Mais au fait, j'allais oublier. Colonel Moutarde, la dessinatrice, est, contrairement à ce que son nom l'indique, une femme. Elle a aussi publié une série en 3 albums, Le meilleur de moi, dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine chronique parce que je les aime beaucoup. Là encore, le scénario n'est pas d'elle puisqu'elle raconte la jeunesse de son compagnon. Elle fait sinon principalement de l'illustration jeunesse, notamment dans la série Mes petites questions Milan des éditions Milan. Elle illustre aussi par exemple la série animée jeunesse Sherlock Yak, dont la version animée a été produite par Mondo TV France et diffusée sur TF1. Pour connaître le fin mot de la pendaison de crémaillère de Marlène et Franck et du kidnapping du fils de Monsieur et Madame Orbet, je vous encourage à lire L'espace d'un soir de Brigitte Luciani et Colonel Moutarde aux éditions Delcourt. Merci Clotilde d'avoir mis en lumière ces deux autrices formidables dans une chronique qui ne l'était pas moins. Je dirais même plus. Le troisième de notre premier quart d'heure est traditionnellement notre Benoît l'Intense. Et cette fois, avec un sens de l'à-propos de belle taille, tu vas chroniquer Hors cadre, recueil des travaux graphiques de Thierry Martin, notre invité du jour. Allez mon bon, enchante-nous. Eh bien bonjour. Il est de ces ouvrages particuliers qui doivent leur existence plus au talent de l'auteur qu'à sa notoriété publique. Ce qui donne un recueil de tous ses travaux très exhaustifs, étonnant dans le paysage éditorial français, par son poids et son exhaustivité. Alors ce recueil Hors cadre date de 2016 aux éditions Black and White et fait donc plus d'1 kilo et présente plus de 320 pages de couleurs dans un format souple. Alors comme introduction, on pourrait parler d'un auteur biberonné à la bande dessinée franco-belge qui aurait pris en pleine tête les pages de Métal Hurlant et celles de Moebius notamment, le garage hermétique, car il rend souvent un hommage vibrant dans de superbes illustrations et c'est se limiter à bien peu de choses si l'on s'arrête là. Effectivement, on pense à des influences comme à des lectures comme celle de Spirit, du Will Eisner, de Calvin et Hobbes, de Johann et Pierre Louit, de Spirou, et la liste est vraiment très longue. Il marque ainsi son amour pour la bande dessinée avec ses références de genre. Alors ce recueil se présente une chronologie plus ou moins respectée dans la carrière de l'auteur pour donner un aperçu de différentes catégories où se penche son humour, telles que impulsion graphique inconsciente. Alors ce sont des images qui se présentent sur 2 doubles pages dans cet album. Et ce sont des images surréalistes de paysages de l'Ouest sauvage américain, traversées curieusement par une grande dame en petite tenue, montée sur de petites voitures qui roulent à toute berzingue dans le désert. Ou bien encore les fameux combats célèbres dans l'espace inter-iconique franco-belge. Alors ça, c'est une invention formidable de Thierry Martin, où l'on voit des personnages comme Tintin envoyer une grosse mandale au capitaine Haddock, ou bien Spirou recevoir une grosse baffe de Fantasio. Et tout ça avec beaucoup d'humour et un très bel enchaînement des mouvements. Alors les planches dans ce recueil sont commentées à la marge, comme dans la revue Casemate. Et s'il en est besoin, même la préface est elle-même dessinée sous la forme de planches qui expliquent le titre choisi, peut-être par l'auteur. Alors ce recueil riche de croquis et de planches éditées prouve toute l'amplitude graphique de cet auteur particulier,
qui, avant d'avoir même publié plusieurs albums, se retrouve avec un recueil, un artbook digne des plus grands. C'est donc une somme conséquente d'interventions dans le journal Spirou qui sont présentées et publiées. Les participations chez de nombreux éditeurs, et je dirais même plus, plusieurs collaborations abouties, éditées ou non. On pense aux fables de La Fontaine sous la forme de planches, les petits monstres dans le journal Spirou, puis des récits plus longs et souvent muets, comme La Bourse en 2015, récit de 20 pages qui rappelle une poursuite à cheval chez Joanne et Pierre-Louis dans un album dont j'ai oublié le titre. On a encore une histoire de 20 pages intitulée Une rencontre, qui date de 2013, où dans la marge, Thierry Martin explique que les histoires dans la neige doivent être silencieuses, et que Gilles pourra peut-être développer avec notre auteur dans la deuxième partie de l'interview. On trouve aussi des évocations à des éditions comme les 3 tomes de romans de Renard avec Matisse, ou bien encore toujours avec Matisse en 2012, Au pays des ombres, avec une très belle préface de Monsieur Patrice Lecomte. On trouvera également dans cet immense recueil des participations avec des planches de toute beauté dans les paroles de Poilu, ou bien encore déjà dans les paroles de Verdun de 2007. Les illustrations pleine page apparaissent juste magnifiques et définitives. Alors pour finir, cette compilation essentielle de travaux divers et variés ravit tout amateur de l'art de Thierry Martin, en tant que somme et tour d'horizon d'un travail personnel. Merci pour cette belle chronique. Notons au passage l'ironie absolue de ce titre hors cadre, s'agissant d'un auteur qui les maîtrise parfaitement, les cadrages. Dans le cadre de Je dirais même plus, c'est maintenant que surgit notre première pause musicale. Et comme notre invité, formidable et dominical, Thierry Martin, vient de dessiner les aventures d'un rongeur cher à Walt Disney, nous avons choisi de soumettre à vos tympans la fiévreuse Peggy Lee, interprétant un titre extrait de la bande originale de La Belle et le Clochard, qui s'intitule He's a Tramp. Là, on était dans une fourrière pour chiens avec ce morceau, et aussi dans un dessin animé estampillé Walt Disney. Et nous allons rester dans l'univers Disney avec notre formidable et dominical invité formidable, Thierry Martin, puisqu'il va nous parler d'un Mickey qui n'a rien de rourke. Et il sera tout d'abord cuisiné par le maître queue de l'entretien aux petits oignons confits, à savoir notre Benoît Lintanf. Go boys, go! Thierry Martin, bonjour, nous sommes très heureux et surtout très fiers de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Je dirais même plus. Merci. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est nous. Okay. Alors, à l'heure où l'on se parle, et comme les choses sont vraiment très bien faites, une exposition à la galerie Glénat se tient à Paris actuellement et présente des planches de Mickey dessinées par vous et scénarisées par Jean-Luc Cornette. Alors, je voulais savoir... on n'a pas eu encore la chance d'aller voir cette exposition dans la galerie Glénat. Sont-ce des planches en noir et blanc qui sont présentées ou des croquis préparatoires ? Alors l'expo a démarré effectivement hier soir, le vernissage était hier soir, et ce qui est en exposition-vente, il y a en majorité ce sont des planches. Et il y a effectivement aussi quelques recherches, quelques croquis préparatoires. Ça s'est bien passé le vernissage ? Pour moi, c'était la première fois que j'allais à une expo où je regardais pas ce qu'il y avait au mur en fait. Donc j'ai surtout essayé d'être disponible pour tout le monde, donc c'est assez particulier. Donc j'ai l'impression que la soirée est passée très très vite et que je n'ai pas vu grand chose, mais c'était assez chouette de pouvoir discuter effectivement avec plein de personnes. En même temps, vous connaissiez un petit peu les dessins, quoi. Oui, c'est pour ça que je n'ai rien regardé au mur. Enfin, si, j'ai découvert la galerie Glénat aussi, j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et effectivement, c'est un beau lieu, l'espace est assez grand, c'est lumineux. Ouais. Et ce qui est mis dedans est bien mis en valeur, je trouve. Donc c'était une belle découverte là pour le coup. Ouais, très bel espace. Dans le recueil hors cadre édité chez Black and White Édition, qui date déjà de 2016, vous présentiez déjà des croquis et certains dessins finalisés en couleur de Mickey. Alors pourquoi faut-il 5 ans de gestation pour voir cet album imprimé ? Alors je sais pas par où commencer tellement c'était long cette affaire. Nous n'avons que 8 minutes.
Histoire de raconter l'histoire par le commencement, c'est lors d'un voyage en fait à un festival en Guyane où nous étions Jean-Luc Cornette, moi-même Jean-Louis Tripp et Nicolas Keramidas, et donc on avait un voyage qui a fait 10 jours quand même, donc on a pris le temps de se connaître, etc. Moi je connaissais personne des trois, donc c'était un vrai plaisir de faire connaissance avec eux. Et à l'époque, effectivement, Nico Keramidas était en train de préparer justement les Mickey qui allaient commencer à sortir. Donc nous on écoutait ça d'une oreille, vraiment pour ma part un peu distraite parce que je pensais pas que ça me concernerait. Et de ça, je suis rentré, et nous sommes arrivés donc à Angoulême festival, donc on en parlait de plus en plus. Moi, lors d'une soirée, il y a un auteur qui me suggère l'idée en me disant que j'en ferais peut-être un super, moi. Donc moi, ça va, je me dis tiens, bon, pourquoi pas. Et je rentre en fait chez moi. De là, je m'amuse à faire quelques petits dessins du personnage. Donc effectivement, tout de suite, c'était en fait un Mickey au Moyen-Âge qui était venu en tête. Dans les premiers dessins que j'avais fait. Et de là, je les poste, ça réagit bien. Et Jean-Luc Cornette, qui lui, en fait, m'écrit en privé pour me raconter, pour me dire que la veille de notre voyage en Guyane, il dormait chez l'éditeur qui s'occupait de la collection, qui est un ami à lui. Et donc lui, il a fait part de son envie d'en faire un. Et son éditeur lui a dit, écoute, si tu reviens avec un bon dessinateur, on en reparle. Moi, je dis, écoute, si tu penses que je suis bon, on peut tenter le truc. Et donc, de là, on a commencé effectivement à monter un petit peu, à faire quelques dessins en plus. Donc, moi, n'ayant pas de contact chez Glénat et Jean-Luc plus que moi, il a commencé à avoir un peu à jauger le terrain, je pense. Et puis, le dossier s'est monté petit à petit. Et un an après, donc l'Angoulême suivant, leur cadre sortait, ou était sorti dans l'année, et donc j'avais mis aussi dans leur cadre que ces quelques recueils de recherche que j'avais fait, qui étaient pas encore prévus pour un album. C'était des espèces d'appâts, ça morde, mais sans trop y croire en vérité. Je voulais pas non plus être trop déçu, donc je l'ai balancé comme une bouteille à la mer, mais disons, si ça passe pas, je passerai à autre chose. Et de là, effectivement, leur cadre a fait, je crois, aussi beaucoup, parce que ça a été aussi une vraie mise en lumière de mon travail, ce recueil. Étonnamment, pour beaucoup d'éditeurs, voyant l'objet et voyant ce qu'il y a dans l'objet, on voit mieux ton travail, du coup. Oui, tout à fait. Et voilà, et de fil en aiguille, le contact s'est fait plus facilement, et là, on a effectivement plus travaillé sur le scénario. On a monté vraiment un dossier pour présenter une page qui serait effectivement définitive, que j'ai finalement refait. Ok. Et voilà. De là, ma deuxième question, êtes-vous à l'origine du scénario ou est-ce que vous avez pris part à la création du scénario Parce que je pose la question car la multiplicité du même personnage répété dans une même case, voire sur 2 pages entières, fait penser à la résurgence du métier d'intervalliste ou animateur dans la production de dessins animés. On n'est pas allé jusqu'à là en fait. Dans l'idée, je sais plus honnêtement. Moi, je sais que ma seule envie, c'était de faire un Mickey au Moyen-Âge, puisque lors d'un précédent travail pour les éditions Delcourt, le roman de Renard, j'avais déjà commencé à travailler dans cet univers-là et je voulais déjà faire un clin d'œil à l'univers de Jean et Pierre-Louis de Caillot. Et donc là, c'était pour moi l'occasion de pousser ce que j'avais pas pu faire en fait avec le roman de Renard au niveau de la pagination déjà, et puis des séquences d'action, etc. Et donc de là, je ne sais plus. On a beaucoup discuté effectivement au départ sur ce qu'on allait raconter, comment on allait raconter. Est venue l'idée de 4 chapitres, donc de 4 saisons, ce que j'avais commencé un petit peu à faire avec Renard aussi dans les 3 couvertures, mais j'ai pas pu en faire une 4e. Donc il y avait cette idée-là comme ça, puis à partir de là, Jean-Luc s'est mis au boulot, et je crois qu'il y avait eu 7 ou 8 ou toute la version de synopsis avant de commencer. Et après, il est parti. Et là où c'était super, c'est que bon, on avait pris le temps de se connaître en Guyane aussi. Et entre-temps, il y a eu en plus 2 voyages. Donc là, je travaillais avec quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et donc c'était un vrai plaisir. J'entendais parler dans ces dialogues aussi. Après, moi, quand je me suis mis au boulot, c'était effectivement très jubilatoire parce que je connaissais le personnage aussi. Ok. Alors, à l'origine de ce Mickey, il y a plus une influence de la bande dessinée que celle du dessin animé comme Fantasia ou celle de Gustave Tengren dans les décors. Alors, il y a un peu des deux. Moi, il y avait effectivement, j'avais aussi en référence le Mickey tailleur. Ouais. Le petit tailleur, j'ai plus le titre exact là, qu'on peut choper sur YouTube d'ailleurs. Donc j'avais vu ça enfant, donc j'avais adoré ça.
Et puis après, effectivement, il y a tout l'univers. En fait, Jean-Luc et moi, en fait, on connaît plus l'univers Disney au travers d'abord les films d'animation que par la bande dessinée. Et donc moi, je voulais faire une espèce de mash-up entre les influences qu'étaient Jean et Pierre-Louis et Mickey. Voilà, c'est ce que ça a donné, en fait. D'accord. Et l'animation, pour le coup, ça, c'est autre chose que moi, je mets peut-être plus précisément dans mon travail, puisque ayant travaillé effectivement un peu dans l'animation, c'est ma façon d'aborder la mise en scène et le cadrage et les attitudes des personnages dedans. Mais il n'y avait pas forcément un lien direct avec le jeu d'animation qu'il peut y avoir dans les films de Disney. Ok, d'accord. Le temps passe et file. Plein de questions. Non, j'ai plein de questions. Après un Mickey, est-ce qu'on pourrait envisager un one-shot de Spirou? C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas voulu avoir trop d'espoir quand je me suis lancé sur l'idée de Mickey, parce que j'en avais un petit peu à l'époque sur Spirou. Et puis je crois que c'est plus compliqué chez Dupuis que chez Glénat. Donc non, j'y crois pas trop en fait. Je pense que je suis passé aussi un petit peu à autre chose. En fait, je crois qu'ils ont fermé les portes à ce niveau-là, il me semble. Suite à une discussion que j'avais avec des éditeurs, je lui ai fait part de nouveau mon envie et il m'a dit c'est compliqué. Je dis tant pis, je passe à autre chose. Ok, vous êtes passé à Batman par exemple. Alors une petite question, pourquoi avoir cité très fortement la couverture de Mazzucchelli dans la couverture de votre recueil sur Batman? Alors là, on passe du coq à l'âne. C'est parce que le temps est très compté. Alors parce qu'en fait déjà j'aime beaucoup Mazzucchelli. Moi j'ai découvert, je connaissais Batman, mais il y a deux bouquins qui sont le Dark Knight et le Year One qui font partie de mes références dans cet univers-là. Et là, en l'occurrence, sur cette histoire, il se trouve que quand on m'a proposé le projet qui arrivait justement alors que j'étais sur Mickey, il a fallu faire vite. Donc du jour au lendemain, je suis passé des oreilles rondes à des oreilles pointues. Donc il y a eu un temps d'adaptation qui était quand même assez court et pas évident. Mais comme j'ai pu faire Dernier Souffle avant, ça m'a beaucoup aidé graphiquement pour être dans le lâcher prise. Puisque c'est ce que je voulais faire quand j'ai en fait un peu démarré Dernier Souffle, c'est d'avoir un trait un peu comique comme ça, un peu nerveux. Et d'ailleurs, ça a même transpiré sur Mickey, au final. Mais pour en revenir à Batman, l'histoire qui était proposée donc par Mathieu Gabella, une histoire se passant dans le Louvre, l'occasion de mettre deux icônes pop sur la même image, donc qui est la Joconde et Batman, j'allais pas passer à côté. Et forcément, cette image qui est assez iconique dans l'univers de Batman, que Mazzucchelli l'avait déjà reprise d'autres auteurs aussi avant, Batman qui a acculé contre un mur comme ça, puis qui a une lumière, l'éclair. Il y en a quelques-unes avec Robin aussi. Là, on est dans un milieu de musée. Ça peut être tout à fait le gardien de musée qui les éclaire. Enfin, il se retrouve dans une position qui est peut-être en danger. Enfin, on raconte quelque chose automatiquement avec une image comme ça. Et en même temps, ça faisait une grosse référence au Batman de Mazzucchelli. Donc, moi, j'adore en fait dans mon travail en général mettre des petites références comme ça en visuel. Il y en a beaucoup. Plus ou moins discrètes ou des fois plus fortement mises en avant. Parce que forcément, c'était les références que moi j'ai eues et quelque part, c'est une façon de leur rendre l'appareil. Sans eux, je serais peut-être pas là. Enfin, je serais pas là aujourd'hui, au niveau dessin, au niveau graphique, au niveau. Ok, d'accord. J'ai envie de faire en BD. Ok. Donc il me reste une foule de questions, mais il est temps de passer à la pause musicale que vous avez choisie. On la lance maintenant et on revient ensuite avec Gilles. Voilà, et ça va être Alain Bachung qui va nous chanter La nuit, je mens. Voilà, c'était le grand Bachung qui nous chantait La nuit, je mens. On va essayer de pas trop mentir dans la suite de cet entretien. Alors Thierry Martin, je suis Gilles et je prends la suite de Benoît. Et je vais vous poser une première question. Moi, j'ai jamais été vu dans le Vercors et surtout pas sautant à l'élastique, mais j'ai des bottes dans les bottes, des montagnes de questions à te poser. Et c'est d'abord sur ton Dernier Souffle, un western crépusculaire qui est paru récemment chez Soleil, après une première édition issue d'un crowdfunding. Mais on va commencer par installer l'ambiance, parce que je vais juste faire le résumé des premières pages sans rien divulgacher du tout, j'espère. Alors voici. Ça commence dans la forêt et dans la neige. Un cow-boy marche, fusil en main, l'air énervé et sur le qui-vive. Il s'approche d'une maison isolée, à l'intérieur de laquelle un autre homme semble l'attendre en serrant un couteau qui ne plaisante pas. La porte de la maison est ouverte, le premier homme entre, fusil pointé. L'autre l'attend dans la pénombre, seule sa lame trahit sa présence dans l'obscurité. Tel est le début de ce marathon graphique qui t'a occupé durant 200 jours, à raison d'une page pleine par jour sur Instagram, une page case ou une case page par jour,
sauf les week-ends, entre le 4 août 2018 et le 15 mars 2019. Ça donne un western muet, ou bapien, en noir et blanc, au format à l'italienne, et avec un seul dessin par page. Alors dis-moi, t'aimes la difficulté ou bien ? En fait, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça, en fait. Hein. C'était juste, moi, tout à l'heure, j'ai un peu oublié un petit truc par rapport à Mickey. Quand j'étais dessus, c'est pourquoi j'ai mis autant de temps, en fait, sur Mickey. C'est parce qu'il y avait une méthode de travail avec Disney qui faisait que je devais tout crayonner avant d'être validé, que le dessin soit validé. Ah oui. Et de passer à l'ancrage. Et pour nous, dessinateurs, enfin moi, en tout cas pour ma part, quand on est sur une planche, plus rapidement elle est finie, plus tu as l'impression d'avancer et tu vois que tu avances sur ton projet. Et là, pour le coup, j'avais du mal à voir, quoi. Je dis, mais je vais pas en finir à tout crayonner, en fait. Et c'est de là qu'en fait, je me suis dit, je vais me mettre sur Instagram. Je dis, bon, à quoi bon me mettre sur un autre réseau social si c'est pour montrer les mêmes choses qu'ailleurs. Donc, je vais essayer de m'en servir autrement. Et de là, donc mon envie de faire un lâcher prise graphique, hein, sortir un peu, comme on dit, un peu pompeusement comme ça de ma zone de confort. Ouais. Et quitte à le faire, autant que ça soit sur quelque chose que je raconte, mais en même temps, je n'ai pas envie de commencer à réfléchir sur un scénario. Et je me suis dit, je vais partir. Voilà, quand je vais faire mes courses, il peut se passer plein de choses. Donc là, je pars sur le même principe. D'accord. Je fais ce premier personnage et puis j'y vais. Et puis après, il se trouve qu'effectivement, je me suis donné quelques contraintes pour quand même assurer la continuité de ce projet, parce que bon, si je ne l'étais pas donné, je suis pas sûr que j'aurais réussi à aller plus loin. Et donc je me dis, bon, c'est soit en noir et blanc, parce que je n'ai pas forcément le temps, puisque c'est un dessin que je vais faire la veille pour le lendemain. Donc j'avais des carnets, donc les carnets ne sont pas très grands, donc ça va être assez vite à remplir. Et quelle autre contrainte, c'était, il y avait donc le diffuser le matin, le lendemain, donc entre 9h-5 et 9h05. Il fallait que je me fixe une heure, parce que sinon je sais que si je me traînais dans la journée, j'aurais fini par faire sauter des jours. Et la dernière étant, comme c'était sur Instagram, et que je me suis dit, si je veux que ça parle à des gens, et que je vais pas rajouter de dialogue, pour pas avoir des problèmes de traduction, parler anglais, espagnol ou autre, il faut que ce soit muet. D'accord. Voilà. D'où le silence. Exactement. D'accord. Et en fait, alors, donc le silence, c'est une des contraintes oubapiennes de ce projet. Et en fait, il y a aussi quand même cette histoire de dessin unique. C'est-à-dire que, normalement, en bande dessinée, une page, il peut y avoir plusieurs dessins. Et même, on s'amuse à changer la taille des cases si on veut faire des petites pauses dans la lecture, etc. Et ici, en fait, chaque page est un dessin. En plus, c'est en format à l'italienne. Paysage, diraient les geeks du traitement de texte. Et donc... J'avais en fait, moi ce qui m'a vraiment surpris et puis ébloui aussi dans ce bouquin, c'est qu'on se dit, bon bah voilà, ça va être un paquebot, ça va aller lentement puisque c'est des dessins pleine page. Mais toi, tu arrives à dynamiter la régularité de ce choix de découpage, parce que tu as des scènes super paisibles et tu as d'autres qui sont vraiment super cinétiques, sans aucun bruitage, sans rien en plus. On voit des cow-boys se faire flinguer, on y est quoi. Alors j'ai une question du type œuf et poule à ce propos. Est-ce que tu voulais faire cet album pour montrer tes grandes aptitudes de dessinateur, ou bien est-ce l'album qui t'a fait atteindre une forme de dépassement de toi-même ? Je pense que c'est plutôt la deuxième réponse, parce que au départ, c'est simple, je voulais même pas en faire un album. Ouais. Très rapidement, des éditeurs m'ont contacté quand ils ont vu les images et ils m'ont dit qu'ils voulaient en faire quelque chose, et moi j'ai décliné. Alors que bon, quand on t'appelle pour en faire un bouquin, tu dis oui tout de suite. Ouais, là, c'est assez rare. Je me suis dit, ce frime, quand même, j'aurais dit non. Et j'ai dit non, je veux pas en penser album aujourd'hui parce que je ne sais pas où je vais avec et je ne veux surtout pas le savoir. Donc si je commence à dire oui aujourd'hui, il va falloir que je commence à réfléchir à une fin, un nombre de pages, etc., et date de sortie, tout ce qui va avec. Et là, je me dis, là, pour l'instant, je m'amuse avec, donc je veux continuer à prendre ce plaisir. Et alors qu'au départ, j'étais quand même assez timide. D'ailleurs, c'est assez drôle quand on regarde l'album, on voit la première planche, si on voit les dernières. Graphiquement, ça a commencé à exploser, en fait. Et c'est vers ça que je voulais aller. Mais en même temps, je voulais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il y avait des dessins que j'ai fait, que j'ai pas postés, en fait. J'ai mis de côté parce qu'ils me dérangeaient trop. Ah, d'accord. Et il m'a fallu quelques mois pour, en fait, les accepter. Et ça, c'était vers ce quoi j'avais envie d'aller, en fait. Mais en fait, il fallait tout ce cheminement pour finir aujourd'hui pour l'accepter. Un truc tout bête, la couverture de la version de Soleil. Ouais. C'est un dessin, en fait, que j'ai fait quasiment dans les débuts, que j'ai mis de côté,
l'aimais pas ce dessin. D'accord. Franchement, j'étais allé trop loin graphiquement par rapport à ce que je faisais à ce moment-là pour me dire que c'était un dessin réussi en fait. Donc mais je l'ai pas jeté étonnamment. Alors, il est pas parti à la poubelle. D'accord. Et donc bon voilà, et quand l'album a décidé de se faire, etc. Puis j'ai fait donc pour le coup un peu de montage. Et là j'ai commencé à penser effectivement livre et planche vis-à-vis et page qu'on tourne. Alors qu'au départ il se trouve que non. Et par un coup de chance d'en faire, c'est que ça fonctionnait déjà comme c'était fait quasiment. Ah ouais, donc il y a eu quelques ajustements, notamment sur la fin où j'ai rajouté un dessin pour que tout se décale et tombe parfaitement comme c'est aujourd'hui. Mais ce dessin-là, quand je l'ai ressorti et que je l'ai placé donc au début, parce que du coup il installe quelque chose, on sent qu'il y a une espèce à ce moment-là de l'histoire, on sent le personnage pressent qu'il y a quelque chose. Ça aussi je veux revenir là-dessus, c'est que au début de l'histoire, je ne savais pas où j'allais, donc ça devait jouer sur le rythme. Mais comme on fait un dessin par jour, et si ça devenait un livre, ça faisait 10 pages. Mais moi, je pensais en jour à ce moment-là. Et donc, je me dis, les gens qui me suivent, si le type marche dans la neige pendant 10 jours, les gens, ils vont finir par se barrer, quoi. Il n'y a pas de sens. Donc, très rapidement, je me suis retrouvé dans la peau d'un feuilletoniste en me disant, il faut que tous les 2-3 jours, il se passe quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a commencé à donner quelque chose de très rythmé, parce que je jouais avec le temps, en fait, en même temps. Mais par contre, une volonté, quelque chose que je voulais vraiment, c'est que cette forêt, en fait, devienne une prison pour le personnage. Si on peut voir, c'est dans les premières pages. C'est très vertical. Et il y a une double page. Il y a une double page où au premier plan, il y a des troncs d'arbres comme ça qui font un peu des barreaux. Et donc, je trouvais que ça tombait dans l'album en vis-à-vis. Et donc, ça a accentué cette image, cette idée de renfermement. Et à partir de là, je me suis dit, c'est comme ça que ça va se passer et ça va devenir de plus en plus sombre, en fait. En même temps, je me suis assez énervé à l'époque. Donc, je me suis dit, on va se défouler un petit peu. Ok. Ah oui, c'était une période pas facile. Et donc, cet album-là, il y a aussi quelques guests, en fait. Quelques guests, ils font pas partie de l'album, mais il y a quand même des noms qui saluent cet album. Il y a Klaus Jansson, le dessinateur et surtout l'encreur, parce que c'est quand même lui qui a fait les Daredevil avec Miller et qui a fait le Dark Knight, quand même. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc, lui, il a traduit l'intro du livre. Il y a Chris Samney, un dessinateur US que moi, je connaissais pas encore, mais qui a fait un Daredevil magnifique avec Mark Waid et qui a dessiné un Rocketeer aussi. Et lui, il a fait un fan art à la fin du livre. Et il y a Phil Cordier, donc on va reparler juste après, parce qu'on va parler un peu de Sang d'encre. Mais avoir ces deux artistes américains qui valident en quelque sorte ton livre, ça doit réchauffer le cœur quand même. Ah bah alors là, ouais. Pas qu'un peu, pas qu'un peu. Surtout que ma toute première référence graphique, c'était effectivement le Dark Knight. Donc on est encore en 89-90. Ouais, chez Zen. C'est même pas la petite histoire, c'est le premier album de bande dessinée que j'ai montré à celle qui allait devenir ma femme. Donc je dis, regarde comme c'est génial ce truc-là. Bon, elle, ça l'intéressait pas du tout. Ouais. Vous voyez, c'était juste moi qui lui en parlais. Mais là, pour le coup, revenir avec un mot de Klaus dedans. Ouais, la classe. Je me dis, quel chemin. C'est vraiment très fier. Ouais, très fier. Ouais. Bah, c'est bien. Et on va parler justement un petit peu de Sang d'encre, parce que c'est une nouvelle en fait de Phil Cordier, qui est un grand connaisseur de comics. Une nouvelle illustrée par tes soins. Sauf la couverture. La couverture, elle est de Laurent Lefebvre, le papa de Foxboy, qui est aussi accessoirement le dessinateur français qui dessine le mieux mon cousin Jean-François dans ses livres. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a fait la couverture ? Est-ce que c'est du copinage ? C'est pour le mettre en valeur ? C'est un choix de Phil Cordier, de toi ? Non, il se trouve que tu as la version qui a été faite pour la version Ulule la version collector. C'est celle que j'ai lue, ouais. Et donc moi, ma version à moi, elle est dans toutes les librairies. D'accord. Et bon sang. donc tu n'as pas la bonne version, donc tu vas raccrocher tout de suite. J'ai la meilleure version, au contraire, j'ai la plus belle. Non, je crois pas, non. Ouais. Bon, enfin, on essaiera d'avoir Laurent Lefebvre. Non, je remercie Laurent d'avoir participé, mais en fait, c'était surtout au départ une envie de Phil Cordier qui a écrit cette nouvelle lors du premier confinement. Et donc, lui, son idée, c'était effectivement d'en faire un pulp illustré. Et après l'avoir fait lire à sa femme, il me fait lire la nouvelle en me disant ce qu'il voulait en faire, mais à une seule condition, en fait. C'est que moi, je la dessine. Sinon, il n'en faisait rien. Et là, j'étais très embêté parce que je venais d'arrêter tout ce que je faisais pour pouvoir bien avancer sur Mickey, parce que j'avais un retard qui s'accumulait de plus en plus. Et il arrive avec ce projet-là. Donc je dis, bon, comme c'est un ami, et je me suis dit, bon, je vais la lire.
Alors en plus, c'est en PDF, donc le truc, t'as vraiment pas envie de lire un truc en PDF en général. Ouais. Et à la lecture, j'ai vraiment la bonne surprise de voir qu'effectivement, il a un vrai sens de l'écriture. Il y a un scénario, on en discute un petit peu après. Moi, je lui donne mon avis sur deux, trois petits trucs. S'il trouvait que c'était à peu près la même chose que sa femme lui avait dit, donc il retravaille aussitôt, il remodifie, et après, ça a donné ce que ça a donné. Donc je trouve que c'est super bien. Ah ouais. Et de là, je me suis dit on va s'y coller, quoi. Et donc on lance la campagne. Et la campagne, moi j'avais dit, écoute, franchement, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je peux pas me permettre de. Surtout en plus, si on poste tout ça sur le réseau, je vois que les éditeurs nous suivent aussi, donc on se dirait, allez, il fait encore autre chose. Puisqu'entre temps, il y a eu Dernier Souffle. Ouais. Bah oui. Je devais être sur Mickey, moi. D'accord. Tu vois le truc. Ouais, le Donc, bazar. et ça se fait au final. Et de là, de 3 illustrations que j'avais prévues seulement au départ, il y en a une dizaine, plus des commissions derrière. Donc et on est très content de l'objet. Ouais, c'est très beau. Et voilà. Et la couverture de Laurent, pour le coup, c'est aussi pour faire en sorte que les souscripteurs, parce qu'il y a 2 catégories de souscripteurs. Il y a ceux qui veulent juste l'objet premier, puis il y a plus des collectionneurs qui s'intéressent à avoir des variantes cover. Ça aussi, c'est un univers que j'ai découvert aussi dans l'univers des comics, tout ça, ceux qui préfèrent des variantes de tel ou tel auteur. Et donc c'était pour venir aussi renforcer un peu la campagne. Et Laurent est aussi un ami de Phil, donc il a accepté avec plaisir. Ouais. Et voilà. D'accord, très bien. Eh ben, petite dernière question. En fait, ton dernier souffle et tes enveloppes hermétiques du Major Martin, dont on n'a pas eu le temps de parler, avaient fait l'objet d'une très chouette expo au dernier Quai des Bulles d'avant le Covid, du temps du bon temps. Voilà, c'est un bon souvenir. C'était assez magique de voir tous ces dessins. C'était un énorme souvenir. Ouais. Même encore cette année au festival, il y a encore des gens qui, justement, comme la version micro est sortie de Dernier Souffle, et on peut plus acquérir la version noir et blanc à l'époque, ils étaient très contents de pouvoir la trouver là. Donc en quoi ça les avait marqués il y a 2 ans déjà. D'accord. Non, j'ai été très 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 gâté à Saint-Malo pour le coup. Bon, c'est bien. On va terminer sur ce bon souvenir alors. Merci énormément d'avoir passé, alors on dit une demi-heure, mais avec la pause musicale, on va dire c'est 20 minutes avec nous sur Millennium. On va essayer de faire encore longtemps subsister ton écho dans ce studio, comme dirait Bachung. Bon, on te souhaite une bonne continuation, puis on a hâte de voir ce que tu nous prépares pour la suite. C'est pour la fête des pères. Ah, d'accord. Merci infiniment et à une prochaine fois. Merci à vous et puis bonne continuation en tout cas. Merci, à plus. Merci encore. Je dirais même plus. Voilà, votre Je dirais même plus se poursuit avec notre 3e pause musicale, toujours sur Millennium. Et c'est encore Peggy Lee au micro, mais qui s'en lasserait. Cette fois, dans le droit fil du western, puisqu'on était avec Thierry Martin pour en parler, on a sélectionné un magnifique titre tiré de la bande originale d'un non moins extraordinaire western, et ça s'appelle Johnny Guitar. Peggy Lee, messieurs, dames, qu'on n'entend malheureusement pas assez sur les ondes françaises, sauf à Millennium, bien sûr. Voilà, maintenant on va appeler Damien, puisqu'il vient d'émigrer à Paris, parce qu'en fait il a découvert que tous les Parisiens étaient partis en province, alors il s'est dit, du coup, il y a de la place dans les librairies. Allô Paris, ici Perros-Guirec, c'est à toi Damien. Bonjour Perros-Guirec, mais c'est pas pour vous raconter le processus mental qui est le mien, et encore moins pour vous expliquer dans quelles circonstances on peut être appelé à se poser ce genre de questions, mais je me suis demandé pourquoi les super-héros portent leurs sous-vêtements par-dessus leurs collants. En effet, bientôt 85 ans que Joe Shuster et Jerry Siegel ont taillé un costume à Clark Kent, et autant d'années que les fans se gaussent de la culotte rouge de son alter ego Superman. Bon, petite digression, quelques savoureuses rubriques à braque aussi, que Marcel Gottlieb se demande où Superman range sa cape dans le civil, et comment il fait quand la cabine téléphonique est occupée. C'est vrai. 1 an avant l'Homme d'Acier, The Phantom avait déjà inversé les codes. Et après lui, Batman et toute la Ligue suivront la mode. Mais pourquoi ? Est-ce l'illustration d'une faille dans leur éducation ? Les supers sont majoritairement des orphelins. Eh oui. Est-ce que personne n'était là pour leur donner l'ordre de la superposition de leurs supercouches ? La réponse, c'est Julius Schwartz, éditeur des DC Comics de 1944 à 1986, qui la donne. Le slip est un héritage des acrobates et des artistes de cirque du siècle dernier. Ah oui. Et ouais, on citera notamment Zygmunt Dykes Breitbart, aka The Superman of the Hedges, un culturiste de cirque que Shuster et Siegel ont pu voir se produire dans leur ville étant enfants. Dès lors, on arrêtera de parler de slip, de boxer ou de caleçon. Les supers portent en fait des trunks. Des trunks, comme dans Donald Trump ?
Quasiment, mais je veux même pas imaginer ton Donald en slip. Le trunk est une sorte de short. On distingue généralement une ceinture. À l'époque, porter un trunk était synonyme de grande force physique. Ce slip, qui allait devenir cible de quolibets, mais aussi les bottes, la cape et l'élastane moulant sont la tenue des circassiens, des colosses mettant en valeur leur physique qui, par pudeur, cachaient leur paquet moulé par le collant. À l'époque, ce sont des surhommes, des icônes. Ils sont l'image de la force physique et du pouvoir. Je partagerai des photos de Trunks sur nos réseaux pour illustrer mon propos. Mais le slip marqué des super-héros aura bientôt une autre utilité bien moins culturelle et sociale. Le papier low cost et les contraintes d'impression cheap des comics de l'époque ont ensuite validé ce choix vestimentaire qui met en valeur le pelvis, un attribut de la puissance masculine, autant que les poitrines chez les super-héroïnes. Parce que les rotatifs se déréglaient très facilement, et ça explique les bavures, des couleurs qui débordent, et un trait noir épais pour cacher la bavure. Un trunk bien marqué sur le pelvis, une poitrine aérienne facilitait le graphisme d'un personnage dans la case. Bon, aujourd'hui, les contraintes techniques sont un lointain souvenir. Batman a depuis longtemps perdu son Trunks, sans faire de vagues. Ça a été un mini-scandale quand Superman a retiré le sien. Certains reborn et reboots tendent à le lui rendre. Avec ou sans Trunks, la zone masculine reste toujours très délimitée dans le dessin des comics. Et ça pose la question de ce qui est ou non indispensable ou indissociable du personnage. La cape, le S, le slip, une alliance de couleurs primaires, ou bien les valeurs qu'il représente. Je me suis aussi posé la question de pourquoi les stores des hublots dans les avions doivent rester ouverts au décollage et à l'atterrissage, mais Benoît va dire que c'est pas de la BD. Alors si quelqu'un a la réponse, merci de me la donner sur le mail de l'émission, je dirais même plus radio@gmail.com. D'accord, c'est peut-être pour pas faire véranda. Mais merci d'avoir répondu à cette question bizarroïde que bizarroïdement on se posait pas vraiment, mais en même temps c'est vrai que c'est assez étrange. Voilà, donc merci à toi et à tout de suite. Écoute, un grand plaisir et puis bonne fin d'émission. Ouais, mais on te reprend tout à l'heure. J'espère bien, à toutes. Je dirais même plus. Voilà, retrouvons maintenant André Morvan qui va de nouveau nous défiler un écheveau en nous laissant pantoises et pantois. Sa chronique est ainsi faite. Pendant le premier tiers, on se demande un peu s'il n'aurait pas gentiment perdu la raison. Ensuite, on commence à en entrevoir le vrai sujet, et puis sur la fin, on s'exclamerait « bon sang, mais c'est bien sûr !» comme un célèbre inspecteur télévisuel de jadis que Gottlieb s'était amusé à parodier dans quelques albums. Allez André, sur nos 10 dernières minutes, il y en a 5 pour toi. Les guirlandes LED à LED sont déjà accrochées dans les rues des villes et des villages du Trégor. Les vitrines se décorent encore et encore. Sonner au bois, résonner musette. Noël approche, Noël arrive, Noël est presque là. Et pourtant, une crainte et une angoisse étreignent les commerçants, les consommateurs et les petits-enfants. La crainte de la pénurie, l'angoisse des retards de livraison. Y aura-t-il assez de Lego, de Playmobil, de Barbie et de consoles, où l'horrible pénurie va-t-elle vider les petits souliers par milliers? Mais, encore plus grave, le Père Noël recevra-t-il à temps son nouveau costume, son costume rouge tout beau, tout neuf? Sera-t-il livré avant le 24 décembre ou sera-t-il obligé de faire toute sa tournée comme les super-héros de Damien en caleçon et caleçon à rayures? Le Père Noël, avec sa tignasse hirsute et sa longue barbe blanche, pas très nette, je regrette de le dire, mais quand il ne porte pas son magnifique costume rouge, eh bien il a tout l'air d'un vieux babacool, ou pire encore d'un vieux clochard. Mais puisque normalement c'est une chronique consacrée à la bande dessinée, je me demande bien comment tu vas te raccrocher aux branches du sapin cette fois encore. Eh bien justement Gilles, ce Père Noël clochard me fait penser au Père Noël de Claude Marin. Le Père Noël de Claude Marin est un clochard, un vagabond, un traîne-savate. Claude Marin adorait le cinéma comique muet. Il adorait Laurel et Hardy, et aussi Charlie Chaplin,
dont le Charlot fut un peu le modèle de son Père Noël, comme Charlot, le Père Noël de Marin, reste optimiste et gentil malgré tout le malheur qu'il subit et malgré toute la malchance qui lui tombe dessus. Les aventures du clochard Père Noël sont d'ailleurs toujours pleines de rebondissements et d'embûches de Noël. Oh là là là. Bah oui. Bah oui. Claude Marin est né en 1931 et c'est en 2001 que pour lui ça a senti le sapin. Il est malheureusement aujourd'hui complètement oublié. Mais même si les festivals de Pérouse et de Saint-Malo lui ont rendu des hommages appuyés grâce à de belles expositions. Très influencé par Walt Disney, le trait de Marin, tout en rondeur, a pourtant fait rêver tous les lecteurs de bande dessinée des années 50 et 60. Thierry Martin disait tout à l'heure que sans la génération précédente, les auteurs d'aujourd'hui ne seraient rien. Eh bien, des dessinateurs et auteurs comme Gégé, Mulatier, Cortegiani ou Loisel ont une admiration énorme pour son travail. Ils le considèrent tous comme un géant de la bande dessinée, un artiste incontournable à l'ancrage incomparable. Père Noël, le vagabond, est sa création la plus notable, mais il faut citer aussi Bill de Clown, sacré jeu de mots, Frimousse, Fanfan, Mireille, Eva, beaucoup de personnages féminins en fait, parce qu'il dessinait merveilleusement bien les filles. La liste de ces personnages est très longue. Il terminera sa carrière chez Disney, dans le journal de Mickey français, dessinant comme personne toute la galerie des personnages de Disney. C'est lui qui, avec Gégé, a créé et animé les bébés Disney. Des souvenirs, non ? Dans le journal de Mickey, les bébés Disney. Ouais. Revoir une planche de Claude Marin, c'est comme revoir un dessin de Germaine Bourré. C'est une belle bouffée de nostalgie, une petite bouchée de Madeleine. Se procurer un de ces albums n'est guère plus possible que dans les vides-greniers. Alors si après cette petite rubrique, vous n'allez pas tout de suite sur Internet revoir ou découvrir les magnifiques dessins du Père Noël de Marin, ben je crois vraiment que vous allez vous faire enguirlander. Merci André. Alors si le Père Noël connaît la rancune, et comme tu l'as rhabillé pour l'hiver et les 3 saisons d'après, quand il descendra du ciel avec des jouets par milliers, je pense qu'il va l'oublier, ton petit soulier. Je dirais même plus. Voilà, il paraît que quand les 2 associés de Google prennent un maths et bio détox avec Mark Zuckerberg, ils n'ont qu'une seule question à la bouche. Who's that fucking Frenchie Damien Dogno ? Eh bien voici une partie de la réponse, puisqu'il va vous présenter notre bel éventail de réseaux sociaux, par le truchement desquels vous pouvez interagir avec nous, et plus si affinité. Vas-y Damien. En effet, Gilles, nous avons une adresse mail, jedirais-même-plus-radio@gmail.com. Pour le reste, on n'est pas sur Reddit, on n'est pas sur Telegram, on n'est pas sur Signal, on n'a pas WhatsApp, WeChat, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, on n'est pas sur Viadeo, on n'a pas Diaspora, on n'a pas FK, on n'a pas Flickr, on n'a pas Twitch, on n'a pas Trumpbot, on n'a pas Diigo, on n'a pas Scoopit, on n'est pas sur Skyblog, on n'est pas sur Blogger, on ne serait pas inscrit sur Google+, si ça existait encore, on n'a pas de forum sur Discord, vous ne nous trouverez pas sur Teams, on n'est pas sur Skype, on n'est pas sur Zoom, Viber, Hangout, Element, on n'est pas sur TikTok, on n'a pas PeerTube, on attend que Dailymotion décide de nous monétiser, on n'a pas de budget pour se mettre sur Vimeo. On n'est pas encore sur Deezer, on n'a pas Spotify, on n'est pas sur Apple Music. Bref, sur tous les autres réseaux sociaux, vous nous trouverez avec l'alias @JDMP Radio. Et le replay est sur notre chaîne Je dirais même plus radio sur YouTube. Merci Damien, c'était bref, hein, mais c'était intense. Voilà, tu peux retourner fouiller dans les parisiennes librairies. Je dirais même plus. Bon les amis d'ici et d'ailleurs, et vous toutes et tous qui nous écoutez, il est temps pour nous d'aller vivre d'autres aventures au gré des pages de plein d'albums passionnants dont on vous reparlera dès la semaine prochaine. Mais on se retrouvera Morito sans main le dimanche 5 décembre avec pour invité un trio représenté par l'un de ces 2 scénaristes qui nous parlera depuis Nantes du dernier album de leur trilogie vachement bien fichue. Un vrai pur bonheur de lecture. Plus que 7 jours à patienter, et pour rappel, pas de Morito sans semaine. Un grand merci, pas du tout crépusculaire, à Thierry Martin pour avoir accepté notre invitation. Merci aux autres voix ayant participé à ce numéro 7, comme dirait John Doe.
Merci à Greg d'avoir abandonné un instant Achille Talon, Comanche et Bruno Brasil pour assurer la technique de ce beau projet BTistique. C'est pas ce Greg-là? Ouais, bon, fallait bien que je la fasse au moins une fois quand même. Les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines, toutes les prochaines. Parlez-en autour de vous, répandez la bonne parole et partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner. C'est parfaitement gratuit et sans obligation d'achat. Et si vous aimez mettre des pouces en l'air, des j'aime et tutti quanti, vous gênez surtout pas. À dimanche prochain donc, pour continuer cette folle aventure, avec un numéro 8 plein de grands robots, même pas japonais. C'était Je dirais même plus, on vous embrasse bien fort, dans un respect scrupuleux mais souriant des gestes barrières. Kenevo. Ciao.